Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose d'un peu inattendu. On va voir comment un simple objet du quotidien, les toilettes japonaises, peut en fait nous en dire énormément sur toute une culture. C'est un sujet, vous allez voir, qui est absolument fascinant et c'est parfait pour démarrer une conversation en échange linguistique. Allez, pour commencer, petite devinette. Quand on pense au Japon, on pense souvent au mont Fuji, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qui pourrait bien impressionner davantage les gens qui y vont pour la première fois? Je vous le dis tout de suite, la réponse va sûrement vous surprendre. Eh oui, ce sont les toilettes de l'aéroport. Incroyable, non? Pour énormément de voyageurs, c'est vraiment le tout premier contact avec le Japon. Et c'est une expérience qui les marque. C'est comme un petit aperçu du futur dès qu'on pose le pied dans le pays. Alors au programme aujourd'hui, on va d'abord découvrir cette fameuse expérience des toilettes japonaises. Ensuite, on plongera un peu dans l'histoire pour voir d'où ça vient. On explorera la culture qui se cache derrière tout ce confort. On parlera aussi du miracle des toilettes publiques. Et bien sûr, on verra comment transformer tout ça en un super sujet de conversation. Ok, première chose à comprendre, au Japon, les toilettes, ce n'est pas juste un endroit fonctionnel. Non, c'est bien plus que ça. C'est vraiment la représentation ultime de ce qu'on appelle l'omotenashi. C'est ce concept d'hospitalité japonaise où tout, absolument tout, est pensé pour le confort de l'invité. Imaginez un peu le truc. On s'approche et hop, le couvercle des toilettes se lève tout seul, comme par magie. On s'assoit et la lunette est chaude. C'est un petit détail, mais ça change tout, surtout en hiver. Ensuite, un petit jet d'eau tiède s'occupe du nettoyage en douceur. Et pour finir, on n'a même pas besoin de tirer la chasse, elle est automatique. Franchement, c'est une succession de petites attentions qui laissent beaucoup de visiteurs sans voix. Bon, tout ça, ça a l'air super moderne et salé. Mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été comme ça, loin de là. Pour vraiment comprendre cette révolution, il faut faire un petit bond dans le passé, à une époque où la situation était, disons, radicalement différente. Avant cette ère high-tech, la norme, c'était les washiki. En gros, des toilettes à la turque. Pour les non-initiés, c'est un défi pour l'équilibre et ça demande des cuisses en béton. Disons que ce n'était pas très populaire auprès des visiteurs. Le contraste avec aujourd'hui est saisissant. On est passé de ça à de véritables petits trônes de technologie super accessibles et confortables pour absolument tout le monde. Et quand on dit que c'est répandu, ce n'est pas un euphémisme. Aujourd'hui, plus de 80% des foyers japonais ont un washlet, ce siège de toilette avec bidet intégré. C'est énorme, ce n'est plus un luxe, c'est devenu la norme tout simplement. Et comment est-ce devenu si populaire? Eh bien, en partie grâce à des campagnes de pub assez audacieuses pour l'époque. Toleto, la grande marque, a lancé ce slogan qui disait en gros « Même mes fesses veulent être lavées ». C'était un peu direct, un peu osé, mais ça a marché. Ça a complètement dédramatisé le sujet et a aidé à faire de cette nouvelle hygiène quelque chose de normal dans l'esprit des gens. Ok, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi aller aussi loin dans la sophistication pour des toilettes? Eh bien, la réponse, elle n'est pas juste technologique. Elle est profondément culturelle. On va creuser un peu pour comprendre les valeurs qui sont derrière tout ça. Alors, premier exemple, l'auto-hime. Littéralement, ça veut dire la princesse du son. C'est un petit appareil, souvent un bouton sur le mur, qui diffuse un son de chasse d'eau pour masquer les autres bruits. Tout ça vient d'un concept culturel très fort au Japon, le hajirai, qui est une forme de pudeur, une gêne par rapport aux fonctions corporelles. C'est fascinant de voir comment une valeur culturelle mène à une innovation technologique. Autre élément très typique, les chaussons de toilette. Oui, des chaussons juste pour les toilettes. L'origine de ça, c'est une idée qui vient de la religion Shinto, qui fait une distinction très nette entre ce qui est pur et ce qui est impur, le kegare. Dans cette vision, les toilettes sont un espace impur. Du coup, ces chaussons servent de barrière symbolique et physique pour ne pas ramener cette impureté dans le reste de la maison. Alors, comment ça marche? C'est simple en théorie. On arrive devant la porte, on enlève ses chaussons de maison, on enfile des chaussons de toilette. Et en sortant, on fait l'inverse. Mais attention, l'erreur de débutant que presque tous les étrangers font au moins une fois, c'est d'oublier de les enlever en sortant et de se balader avec dans le salon. C'est un grand classique. Mais cette obsession pour la propreté et le confort, elle ne s'arrête pas à la porte de la maison, non. Quand on sort dans l'espace public, les bonnes surprises continuent. C'est l'un des plus grands chocs culturels pour beaucoup de gens qui visitent le Japon. Les toilettes publiques sont quasi systématiquement gratuites, elles sont sûres, et surtout, elles sont incroyablement propres. Quand on compare avec ce qu'on peut trouver dans beaucoup d'autres pays, eh bien disons qu'il y a un monde d'écart. Et ça va même plus loin. Les toilettes publiques japonaises sont devenues un vrai phénomène culturel. Il y a eu le film Perfect Days qui a connu un succès mondial et qui met en lumière le travail des agents d'entretien. Et puis il y a les projets architecturaux complètement fous comme ces fameuses toilettes transparentes à Shibuya qui deviennent opaques quand on ferme la porte. C'est devenu une attraction touristique. Alors, avec toute cette histoire, cette culture, cette technologie, on a là un sujet de conversation en or. C'est original,
C'est intéressant. Voyons maintenant comment on peut utiliser tout ça pour lancer une discussion vraiment sympa. Première piste de discussion, est-ce que ce n'est pas un peu trop? Toutes ces fonctions, le séchage à air chaud, les massages, est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce qu'on est dans la sur-ingénierie? C'est une bonne question à poser pour avoir un avis différent. Deuxième idée, plus culturelle, cette fameuse princesse du son. Qu'en penser? Est-ce une invention géniale ou un peu bizarre? Ça permet de parler de la notion de pudeur, de comment elle est perçue différemment d'une culture à l'autre. C'est un super moyen de creuser un peu. Et enfin, troisième sujet, les toilettes publiques. C'est l'occasion de demander comment ça se passe dans le pays de son interlocuteur. Est-ce que c'est propre, payant, gratuit? Comment la propreté est-elle maintenue? C'est un bon moyen de comparer le fonctionnement des services publics. Et pour rendre la conversation encore plus facile, voici un petit lexique. Quelques mots-clés qui vont aider à parler de tout ça de manière plus précise et fluide. Un petit aide-mémoire bien pratique. Bon, on arrive tout doucement à la fin de notre exploration. Le but de tout ça, au final, c'est de montrer comment une simple observation culturelle peut se transformer en un véritable outil pour mieux communiquer. Ce qu'il faut retenir, c'est que parfois, pour débloquer une langue, le meilleur raccourci, c'est de s'intéresser aux détails uniques d'une culture. C'est plus amusant et souvent plus efficace. Alors maintenant, c'est le moment de lancer une super conversation. Et je vous laisse avec une dernière question, une question à laquelle réfléchir. Si on devait choisir un seul objet du quotidien pour expliquer sa propre culture, quel serait cet objet? C'est une excellente question à se poser et à poser aux autres.